Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, j'ai envie de parler des films et des séries que j'ai vus au mois de mai 2024. Il y en a beaucoup. J'ai vu 33 films au mois de mai. J'ai vu 3 séries. Pas beaucoup en termes de séries, c'est vrai. Mais en fait, j'ai vu beaucoup de films parce que je me suis tapé l'intégralité de La Planète des Singes, dont j'ai fait une vidéo. Je me suis tapé Mad Max et toutes les critiques à chaud que j'ai faites évidemment ce mois-ci, que ce soit sur les films et les séries. Donc c'était un mois costaud, mais j'ai pas le temps de parler de tout quand même, mine de rien. Et je vais de plus en plus commencer à faire des choix dans les mois qui viennent. Parce que si c'est pour parler de Sugar et que personne ne regarde la vidéo et que personne n'est motivé à regarder Sugar, faut que je trouve un autre moyen pour vous motiver. Et peut-être j'inclurai les séries comme Sugar dans ce genre de vidéo, comme la série que j'ai inclus aujourd'hui. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais j'aurais sûrement inclus aussi X-Men dans cette vidéo. Et je vais me concentrer sur les choses un peu plus populaires, je pense. En tout cas, plus régulièrement que les choses qui sont moins populaires et qui motivent personne. Bref, on verra en fonction des mois qui viennent, mais ça sera un peu cette vidéo-là, le refuge de toutes les choses que j'ai vues, que je vous conseille ou pas. Mais ce n'est pas une critique que je fais à chaque fois, mais un avis rapide. Pas de spoiler évidemment, et ça sera en ordre de visionnage. Et je vous incite à mettre dans les commentaires ce que vous pensez des œuvres que j'ai vues. Pour commencer, il y a quelques films que j'ai vus et revus. Au cinéma, c'est Challengers que j'ai revu. J'ai adoré mon deuxième visionnage, je l'ai encore plus aimé que le premier. J'ai presque redécouvert le film, c'est beaucoup mieux de le revoir quand t'as compris la narration, tu sais comment il se finit, tu vois tellement plus de détails. C'est un film qui mérite vraiment un deuxième visionnage et j'ai adoré, mais vous avez évidemment ma critique à ce sujet-là. J'ai revu Furiosa, j'en ai parlé dans ma vidéo Mad Max et la critique d'ailleurs, et Furiosa pareil, c'est tellement meilleur la deuxième fois. Entre guillemets, ma note pour Challengers n'a pas changé, j'ai vraiment aimé premier, deuxième visionnage. Là, Furiosa, je l'ai beaucoup plus apprécié. J'en ai parlé plus en détail de pourquoi la semaine dernière. Mais franchement, si vous n'avez pas aimé Furiosa parce que ça ressemblait pas à Fury Road ou des choses comme ça, redonnez-lui une chance, allez le voir en salle. Il vaut clairement le détour. Ça fait partie des 2 meilleurs films que j'ai vus cette année. Aucun doute là-dessus. 2 belles pépites. Je suis grave content de les avoir découvertes. L'un des films que j'ai vu ce mois-ci s'appelle Borderline. Borderline, c'est l'histoire d'un couple qui veut déménager aux États-Unis. Ils ont leur visa. Ils sont prêts à déménager. Ils sont tout contents. Sauf qu'ils vont se faire arrêter à la douane. Et c'est là que commence un huis clos qui va mettre en doute un peu le couple en soi et leur raison de venir habiter aux États-Unis. C'est un film qui est donc à tout petit budget, un film espagnol avec des acteurs espagnols et tout, mais la moitié du film est quand même en anglais. Ça parle du coup de plusieurs choses. Premièrement, ça parle de ce couple, c'est ça le fondement même de l'œuvre, c'est est-ce que ce couple se fait réellement confiance, qui ils sont réellement, comment ça se passe dans leur vie et pourquoi ils immigrent aux États-Unis de l'Espagne, pourquoi ce changement radical. Et ces questions-là auront lieu au fur et à mesure du film et la douane américaine va se mettre face à eux de plus en plus. Pour ceux qui aiment le huis clos, c'est exactement ce que vous avez là. Donc c'est une pièce d'interrogatoire quasiment durant tout le film. Et justement, pour un huis clos, je trouve que c'est plutôt bien joué par les 2 acteurs principaux, surtout l'actrice principale. Elle fait un vrai bon travail et tu sens vraiment ce qu'elle vit dans le film sans rentrer dans les détails. Donc c'est vraiment bien joué, mais c'est qu'en termes de mise en scène, je trouve qu'il y a vraiment aucune idée. Pour le coup, un huis clos, t'es censé expérimenter le plus possible parce que t'as qu'une pièce et c'est maintenant ou jamais que tu dois ou faire jouer tes acteurs de manière incroyable, ou avoir des idées de mise en scène de fou, ou avoir un rythme de fou. C'est 1h17 comme film. Mais bordel, tout le film se repose sur le mystère, tout le film se repose sur ce qui se passe et tu comprends la fin dès le début quoi. Dès le début, tu sais comment ça va finir. Dès le début, tu doutes un peu de ce qui se passe. T'as pas tous les éléments évidemment, mais franchement, c'était clairement décevant de ce point de vue-là. Et il y a rien d'autre à se mettre sous la dent pour le coup. Pas beaucoup de mise en scène. Les 1h15 peuvent même paraître longues à certains moments. Il y a rien de claustrophobique, anxiogène, alors que t'es censé dans une salle d'interrogatoire comme ça. Il y a pas de stress, pas d'intensité. C'était ok. Le film ne tente rien, ne va pas au bout de son concept. C'est sympathique, mais clairement oubliable. Et c'est un peu dommage. Il aurait pu aller un peu plus loin. Il aurait pu vraiment être plus surprenant. Il aurait pu être vraiment plus intense, mais il ne l'est pas. Et c'est aussi vite vu, aussi vite oublié, c'est ok, voilà. Difficile à recommander. Ensuite, j'ai vu le film If ou Blue et compagnie en français. Pourquoi est-ce que je suis allé voir ce truc? Premièrement, 110 millions de budget, je me suis dit ok, pourquoi pas, John Krasinski à la réalisation, chef-op, Kaminski, 2 Oscars, l'un des chefs-op les plus réputés, et je suis allé voir ce film pour enfants et bordel. C'est une histoire de petite fille qui souffre d'un traumatisme, du décès de sa mère, et elle rencontre un jour un homme interprété par Ryan Reynolds qui va lui expliquer qu'il y a un monde d'amis imaginaires qui existe et que chaque personne dans sa vie, lorsqu'elle a grandi, a abandonné son ami imaginaire et du coup il y a plein d'amis imaginaires sans humains avec lesquels connecter et le but de l'histoire c'est que la petite fille et les amis imaginaires à retrouver leurs humains. En soi il est intéressant ce film parce qu'il parle de deuil, d'anxiété et de plein de choses sérieuses, c'est un film très mélancolique, il y a pas mal de passages qui sont esthétiquement très plaisants. Le but c'est retrouver un peu son âme d'enfant mais oh là 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 là, oh là 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 là. Le rythme du film est très bizarre. Et je comprends, je suis pas la cible, c'est clairement fait pour les enfants, mais ça enchaîne des séquences en CGI très discutables. Et quand j'ai vu que ça coûtait 110 millions, je comprends pas comment ce film va être rentabilisé, c'est juste pas possible. Un éclairage plus que déstabilisant, et il y a aucune cohérence narrative. Et en plus, le twist du film, tu le vois venir à des kilomètres. C'est tellement prévisible et tellement surfait et tellement inintéressant. Mais j'aime bien la moitié du film parce que je trouve que c'est plutôt bien joué, il y a des passages assez mignons, il y a un casting vocal rempli de plein de caméos. Mais globalement, je me suis tellement ennuyé. Et encore une fois, film d'1h45,
mais que c'était long. Et je sais, je ne suis pas la cible, je le comprends. Mais j'ai du mal aussi à voir des enfants s'amuser devant, quoi. Ça, c'est un film de streaming que tu mets à la maison pour que tes gosses soient concentrés pendant 2 minutes et ensuite qu'ils perdent complètement intérêt dans le film et qu'ils aillent faire autre chose. Vu l'équipe technique derrière, c'est n'importe quoi que ce soit aussi mauvais, que ce soit aussi inintéressant, médiocre. J'ai ressenti aucune âme, aucune identité. C'est un film de streaming cher. Je sais même pas pourquoi il est en salle d'ailleurs. C'est fait pour les enfants déconcentrés, ça s'arrête là. Les adultes, laissez tomber. Peut-être vos enfants vont aimer, j'en sais rien, mais alors moi, pas du tout. Ensuite, j'ai vu le film Comme un lundi qui raconte l'histoire de plusieurs employés dans une boucle temporelle, mais cette fois-ci au bureau. Ils revivent chaque semaine, la même semaine au bureau, et c'est l'enfer sur Terre, évidemment. Imaginez-vous être coincé au bureau toutes les semaines, n'est-ce pas? Vous l'avez compris, hein, c'est une analogie pour ce qui se passe dans la vraie vie, les gens qui revivent constamment leur semaine en boucle et qui perdent un peu intérêt dans leur travail, dans leur vie, qui oublient un peu l'amour, le fait de créer et toutes ces choses-là. Et c'est un film de boucle temporelle plus que classique. C'est un concept qui a été épuisé, réépuisé constamment. On en a vu 1000 des films comme ça, et ça fait pas partie des meilleurs pour le coup. Alors oui, le concept est bien utilisé, mais c'est les mêmes méthodes, mêmes techniques, déjà vu un milliard de fois. Si vous avez jamais vu un film de boucle temporelle, vous allez clairement accrocher, vous allez clairement adorer, mais si vous en avez déjà vu, genre de la Marmotte, Happy Birthday, Palm Springs, Edge of Tomorrow par exemple, si vous avez déjà vu ça, vous n'allez pas être surpris du tout, et ça utilise les mêmes méthodes, mais le film arrive à trouver son cœur émotionnel, le film arrive à trouver une âme, une identité, le film arrive à être drôle, touchant. C'est vraiment un film très feel good, assez beau, pas esthétiquement parce que esthétiquement il est très simple, mais il joue aussi un peu sur le montage d'ailleurs à certains moments, sur certaines choses, et un peu un truc quatrième mur qui est brisé. J'étais un petit peu ému, ça m'a fait rire. Le message classique des boucles temporelles sur la futilité de la vie et le temps qui passe, mais c'est un film que je peux conseiller que pour les gens qui aiment beaucoup les films de boucles temporelles, ceux qui ne sont pas très familiers et ceux qui veulent voir un film sympathique, mignon, mais aussi fatalement un peu oubliable. Mais celui-ci est déjà plus facile à recommander, je trouve. Ensuite, j'ai vu The Strangers et je me suis dit, ok, trop bien, je vais me préparer, je vais regarder les 2 films de Strangers avant la sortie du 3e, et au cas où, si j'aime bien les 2 premiers films, je vais aller voir le 3e en salle. J'ai vu le premier film qui est sorti en 2008, et oh là là, quelle grosse merde ce film. Je suis désolé, je comprends pas comment ce film est devenu un peu culte dans le monde de l'horreur, que c'était nul. J'exagère un petit peu, mais en gros, c'est un home invasion. Il y a des gens qui habitent simplement dans une maison, et il y a des gens qui viennent l'envahir et qui essaient de leur faire du mal, et c'est déjà vu 1 milliard de fois. C'est le truc le plus classique d'horreur, inintéressant, mal rythmé, l'ennui le plus total. Et c'est pour ça, j'ai vu ce film-là et je me suis dit, ok, bah j'irai pas voir le 2e, j'irai pas voir le 3e, parce que ce film m'a vraiment pas plu. Le budget est faible, clairement, mais il y a tellement pas d'idées pour compenser, c'est assez triste. Pourtant, les histoires d'Home Invasion, moi, elles me font flipper, elles me font vraiment bader, mais alors là, pas du tout, quoi. Aucun stress, aucune peur, ça fait longtemps qu'un film d'horreur ne m'a vraiment rien fait, quoi. Je l'ai vu, mais sans intérêt. 1h25, c'est super long, vous l'avez vu, hein, tous les films que j'ai vus ce mois-ci sont assez courts, tous en dessous d'1h45. J'ai bien aimé la fin, à la limite, mais sinon, ça n'a aucun intérêt, cette saga, je suis désolé. En tout cas, le premier. On est plus proche du nanar risible qu'autre chose. Non, très difficile à recommander, je ne peux pas le faire pour le coup. Et je me suis dit, ok, si les retours sont excellents concernant le nouveau, j'irai, mais ils étaient tellement catastrophiques que j'ai complètement zappé cette saga de ma vie, et je me demande comment ils vont se débrouiller pour les 2 prochains qui doivent sortir. Les 2 prochains qui doivent sortir, là, en automne et l'année prochaine, ça va être rigolo à voir à quel point c'est un succès ou pas. Par contre, là, j'ai pris une claque avec Dear Zachary, A Letter to a Son from His Father. C'est un documentaire, mais dinguerie. Je crois que c'est assez court aussi, 1h30 si je dis pas de bêtises, mais énorme. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui fait des documentaires, qui aime faire des films depuis sa tendre jeunesse et qui a perdu l'un de ses meilleurs amis, si c'est pas son meilleur ami. Et la manière dont cette personne est décédée est très suspecte. En gros, sans entrer dans trop de détails, c'est potentiellement, on sait pas, une femme qui l'a tué. Et c'est là que va commencer l'enquête de ce gars-là qui fait le documentaire pour se rappeler de la vie de son meilleur ami et va aller interviewer des amis, de la famille et tout pour créer une sorte de compendium pour le fils de son meilleur ami décédé. Et donc c'est une énorme enquête déjà dans la vie passée de cet homme, dans leur amitié, dans les choses qu'ils ont vécues, dans la bonté de cette personne malheureusement décédée, qui a été tuée, je le précise, et en même temps une investigation de police, une enquête criminelle qui va super loin, et quand je dis que ça va super loin, waouh! L'histoire est grotesque et énervante, mais à la fois tellement poignante et touchante, ça rend fou. Si vous connaissez pas l'histoire, vous allez vous prendre une de ces claques. Et je me suis dit, c'est pas possible. C'est un documentaire, je sais, mais ils ont inventé des choses, ils ont changé quelques trucs. Non, pas du tout. Et c'est un film qui est hardcore. Alors, il n'y a pas de violence, de gore, des choses comme ça, mais émotionnellement, il est assez compliqué. Et c'est un film hommage à cet homme-là, mais pas que. Et c'est aussi une lettre ouverte à des institutions pour qu'elles évoluent et qu'elles changent. Et visiblement, ça a été le cas. C'est sorti en 2008, et plus vous avancez dans l'histoire, plus vous vous dites que c'est pas possible. C'est inventé, je n'y crois pas. Même dans un film, ça serait un peu forcé et abusé. Mais là, c'est un documentaire d'horreur. C'est n'importe quoi. Et c'est parmi les séquences les plus horrifiques que j'ai vues dans un documentaire. Croyez-moi, c'est fou. Donc franchement, n'hésitez
n'hésitez pas, foncez voir ce film. Ensuite, j'ai vu le film Ghostland que je devais voir depuis un moment, le film de Pascal Launier. C'est un film qui raconte l'histoire d'une mère et de leurs 2 filles qui vont emménager dans une nouvelle maison. Mais lorsqu'elles emménagent, il y a 2 personnes, 2 criminels, qui viennent envahir cette maison et capturent les filles. Sauf que l'une des filles arrive à s'échapper. Et on découvre donc sa vie après les événements de cette tragédie. C'est un film aussi assez fort. De toute façon, le réalisateur de Martyr, vous pensez qu'il allait faire un film chill. Je précise, c'est pas aussi hardcore que Martyr, déjà. C'est un film assez fort et que j'ai beaucoup aimé aussi. C'est un film sur les abus, sur la famille, mais surtout sur la sororité. C'est ça qui est intéressant et important. Le film regorge de surprises, d'une ambiance vraiment macabre, glauque. C'est dérangeant et ça m'a mis vraiment très mal à l'aise. Il n'y a pas vraiment des jumpscares, un petit peu quand même, mais la tension et l'ambiance du film me font comprendre pourquoi le film est devenu un petit peu culte. C'est un film dense, assez dingue, et ça dure qu'1h30. Il y a beaucoup de retournements de situation, il y a beaucoup de moments assez chocs. C'est assez violent, mine de rien, ça parle d'abus quand même, donc faut le préciser. Même s'il n'y a pas énormément de gore en soi, c'est l'incertitude qui fait flipper. Et le côté réaliste de la manière dont les traumatismes sont traités, qui sont vraiment réussis. Un peu de mal avec certaines facilités, certaines choses qui en font un peu des caisses, et parfois l'acting bizarre et des choix particuliers, mais sinon c'est vachement bien. En termes de films d'horreur, j'ai été vraiment impressionné. Je pense que les fans de films d'horreur l'ont déjà vu, mais pour ceux qui l'ont jamais vu, vous allez sûrement beaucoup apprécier celui-ci. Donc honnêtement, je vous le conseille, je crois qu'en ce moment même, il est disponible sur Canal, mais ça peut toujours changer. Ensuite, j'ai rattrapé un autre film d'horreur que j'avais pas vu, c'est Malignante de James Wan. Là, pareil, je me suis dit, James Wan, j'aime beaucoup, un peu des rois de l'horreur contemporain, entre guillemets, en tout cas horreur, action. J'avais dit sur les réseaux MDR la dinguerie, parce que je m'attendais pas du tout à ce genre de film, parce que c'est pas un film d'horreur, enfin, un petit peu. C'est un film d'action horrifique, comédie. C'est un énorme sketch, c'est tellement drôle, c'est ultra violent, c'est ultra gore, mais c'est fun. Et c'est un film d'action d'horreur plus qu'autre chose, qui fait rigoler, et c'est ça la force du film. Ça commence vraiment comme le pire film d'horreur de votre vie, mal joué, mal mis en scène à certains moments, qui en fait des caisses, qui est pas terrible. Et lorsque t'as compris c'est quoi l'histoire et quels sont les retournements de situation et le mystère, que c'est satisfaisant de revoir le film, de le recomprendre. C'est fun, au fait, comme film. Faut pas du tout s'attendre à avoir peur, faut s'attendre à rigoler, parce qu'il y a un côté nanardesque au truc qui est complètement assumé et compréhensible à la fin. Et moi, il m'a bien fait délirer pour le coup. C'est très facile de le détester parce que l'ambiance est plus qu'aléatoire, c'est évident. Et le film ne s'assume qu'à la fin, et c'est qu'à la fin que tu comprends vraiment c'était quoi le but du film. C'est des montagnes russes qui oscillent entre banger et nanar, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Il s'amuse tellement avec la caméra, il s'amuse avec les spectateurs, il s'amuse avec le casting aussi à certains moments. Il y a une imagerie assez marquante, je trouve, et plus t'avances dans l'œuvre, plus c'est satisfaisant, plus tu t'éclates. C'est à la fois complètement con, mais bien mis en scène, et c'est un pur kiff. Encore un film sur la famille, la sororité, certes, et je pense que plein de gens ne vont pas du tout adhérer au film, mais moi je fais partie des gens qui l'ont beaucoup apprécié. C'est un parti pris assez osé, et je comprends aussi le flop du film qui est sorti au cinéma en même temps sur HBO Max à l'époque. Vous allez sûrement le détester, mais vous pouvez aussi vraiment l'apprécier pour ce que c'est. Ensuite, j'ai vu le film de Beekeeper, qui a bien marché au cinéma. Alors il n'est pas sorti en salle chez nous en France, en tout cas, je sais pas s'il est sorti en Belgique, Suisse ou Canada. Je pense qu'il est sorti en salle au Canada, peut-être même en Belgique d'ailleurs, mais bref, The Beekeeper, c'est le nouveau film avec Jason Statham qui est sorti sur Prime directement chez nous en France. Du coup, je l'ai vu sur Prime et j'en ai pas entendu parler. Enfin, j'en ai entendu parler lorsqu'il marchait bien aux States. Il avait un petit budget, mise en scène par David Ayer, a pas mal rapporté. Il s'en est bien sorti et lorsqu'il est sorti en France, silence radio, pas de promo, rien. Il est sorti là il y a 2 semaines et je l'ai vu. Et en fait, The Beekeeper, c'est l'histoire de Jason Statham qui interprète un beekeeper, quelqu'un qui s'occupe des abeilles, sauf que c'est une organisation secrète d'incroyables assassins meurtriers. Et dans ce film-là, la personne qui héberge Jason Statham, parce que Jason Statham est à la retraite, cette personne-là s'occupe de lui et elle décide de se suicider après avoir perdu tout son argent suite à une fraude. Et le personnage de Statham veut se venger et donc va attaquer cette corporation multimilliardaire qui ruine la vie de beaucoup de personnes. Et c'est là le but du film. Lui contre cette corporation, donc évidemment tout le délire, la petite personne versus la grande machine. Mais la grande machine va embaucher plein de personnes et tout le monde va se faire détruire. J'ai rarement vu un film où un héros détruit autant de personnes sans même transpirer. Le crâne chauve luisant de Statham n'a pas une seule goutte dessus. Il transpire jamais, il se prend aucun dégât quasiment tout le film. C'est une journée relax pour lui. Et si vous aimez ce genre de truc, vous allez kiffer. J'aime bien l'ambiance et le contexte et un peu le lore entre guillemets mis dans le film avec les beekeepers et tout. C'est ridicule, c'est risible, mais les scènes d'action sont plutôt bien filmées. Alors rien de spectaculaire, hein, c'est pas John Wick, mais c'est fun. Et encore une fois, si vous déconnectez votre cerveau pour celui-ci et vous voulez juste voir Statham n'avoir aucune difficulté à défoncer des dizaines de personnes, je pense que vous allez kiffer. C'est ringard et kitsch. Statham, il parle qu'en métaphore d'abeille, c'est trop drôle. Cela joue social justice warrior de la manière la plus drôle possible et testostéronée possible aussi. C'est la petite machine organisation secrète qui tabasse les élites, qui plagie complètement le concept John Wickien parce qu'ils ont tous peur de Statham. Il n'y a pas grand chose à ressentir et les scènes d'action sont pas impressionnantes, mais c'est drôle à quel point le film est con. Mais il en est conscient, du coup ça passe. Si vous voulez voir un film bête,
mielleux, ringard, avec de l'action sympathique. Certes oubliable, c'est disponible sur Prime, donc pourquoi pas. Et en termes de série télé, j'en ai vu une. À la base, je voulais en faire une critique, mais j'ai pas le temps et j'ai pas envie, encore une fois, qu'une vidéo bide et que personne ne regarde la série. Donc peut-être ce concept va vous aider et vous motiver à regarder la série. Et je comprends pas pourquoi cette série bide. Elle s'appelle The Sympathizer, ou Le Sympathisant en français. C'est une série sur HBO, donc sur Max en France. Le Max arrive bientôt, mais techniquement, du coup, sur Prime Video pour l'instant, avec la chaîne Max. Bref, c'est compliqué, mais bientôt Max sort le 11 juin, on en parlera. Et c'est une série qui bide aux États-Unis et en France. Pourquoi? HBO, Robert Downey Jr., qui est récemment oscarisé, qui a un rôle secondaire important. Park Chan-wook, qui a co-créé la série, un des plus grands réalisateurs coréens vivants. En plus, adapté d'un livre qui a gagné le prix Pulitzer. Il n'y a que 7 épisodes, 1 heure chacun, ça se regarde vite. Série à haut budget d'espionnage, guerre du Vietnam. C'est l'histoire d'un espion communiste vietnamien durant la guerre du Vietnam qui va se lier d'amitié avec les Américains et les espionner pour essayer de faire gagner les communistes. Et ça qui est intéressant, c'est que cet homme-là va quitter donc sa région natale pour aller aux États-Unis, immigrer là-bas, afin d'essayer de faire marcher la révolution. Évidemment, c'est un agent double, du coup c'est un petit peu compliqué, et c'est dans ça que la série nous plonge, dans la psychologie de cet homme-là, qui est en train de perdre son identité, qui en même temps immigre aux États-Unis parce qu'il n'a pas le choix, pour mieux faire son travail, qui en même temps a le mal du pays. Il est complètement dépaysé, mais pas trop à la fois, parce qu'il avait un peu étudié aux États-Unis. Il se fait plein d'amis, plein de romances, plein de rencontres, et je comprends que le premier épisode déstabilise. C'est un épisode particulier, il se passe beaucoup de choses, l'ambiance est assez bizarre, et tous les épisodes sont quasiment différents, quoi. L'intrigue, elle va tellement dans tous les sens tout le temps. Tu passes du temps au Vietnam, aux États-Unis, sur des plateaux de films, bref, dans tous les sens, et c'est en même temps narré d'une manière où le personnage de Robert Downey Jr. joue plusieurs rôles qui symbolisent tous une partie de l'Amérique, et ça va être du coup une Amérique politisée, anti-hippie, propagande américaine, culturellement très imposant face au Vietnam, militairement aussi évidemment. C'est une série qui parle de tout ça. Robert est génial, il joue plusieurs rôles comme je vous l'ai dit et il est vraiment fort. Mais Hoak Zwande, dont j'ai sûrement massacré le nom, je suis désolé, vraie révélation. Le mec est vraiment incroyable dans la série, il est beaucoup trop fort, beaucoup trop appréciable, super acting, il a pas fait grand chose avant et là du coup il perce l'écran, il fait face à Robert Downey Jr. aussi, c'est pas facile. Génial en termes d'acting, mise en scène, HBO, Park Chan-wook, mais pas que, qualité de fou. La série trouve rapidement son sujet, son équilibre, ça se regarde très très vite, bien rythmé. C'est l'une des grosses réussites de l'année. Profonde, avec beaucoup d'humanité, beaucoup de détresse, t'adores les personnages, c'est très peu manichéen, tu les détestes et tu les aimes à la fois. C'est une série assez complexe. La narration est faite bizarrement parce que du coup l'histoire, c'est cet homme-là qui s'est fait emprisonner aussi et qui raconte les événements. Et du coup tu sais pas où est-ce que l'emprisonnement il est dans l'histoire, est-ce que c'est la fin, le milieu, et c'est vraiment compliqué par rapport à ça aussi, et ça qui est intéressant. C'est la fresque d'un pays qui a envahi un autre pays, qui l'a attaqué. Il y a aussi évidemment tout un commentaire sur le colonialisme français, mais c'est aussi l'histoire de l'immigration américaine, l'American Dream. C'est l'identité d'un homme, de son pays, mais aussi des deux pays qui s'opposent ici. Il se passe beaucoup de choses, c'est fascinant, ça fait partie de mes séries préférées de cette année. On ne sait plus qui croire, on a beaucoup de doutes. Le personnage de Robert, on dirait une sorte de fantôme, de spectre qui intervient toujours de manière très bizarre. C'était trop bien. Pour l'humanité, pour les émotions, je peux comprendre que le rythme n'est pas parfait parce qu'il se passe beaucoup de choses et c'est dense et il faut suivre. Mais franchement, si vous aimez les séries d'espionnage, n'hésitez pas, foncez dessus. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tous ces films et toutes ces séries. Les avez-vous vus? Les avez-vous adorés? J'ai envie d'avoir votre avis. Tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques et actualités. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.